Vas-y. Oui, bonjour à tous. Alors nous sommes de retour pour le quatrième épisode de Lumière commune qui va porter sur le chapitre 4. Non, je crois que c'est plutôt le cinquième épisode, mais qui porte sur le chapitre 4, puisque nous avions fait deux épisodes pour le chapitre 3. On s'efforce quand même de suivre le livre. Si vous l'avez, c'est de la page 460 à 490. Bien sûr, le chapitre est une entrée vers d'autres discussions et il y a parfois des passerelles et on ne s'interdira pas de revenir sur plusieurs éléments du livre 1. Mais bientôt, on va aussi préparer bien sûr la suite, hein, donc le livre 2. Euh, Aujourd'hui, donc le chapitre 4 porte sur ce qu'on appelle les catégories, on pourrait dire aussi concepts philosophiques. Alors, la notion de catégorie remonte à Aristote, hein, c'est le premier livre de l'Organon, de son livre sur la logique. Il faut savoir que Kant avait fait aussi une table des catégories. Lénine accorde beaucoup d'importance à cette notion puisqu'il dit qu'il faut historiciser les catégories kantiennes. Donc tout ça nous fait brasser toute l'histoire de la philosophie, enfin, en un sens, et étudier en fait la différence entre les concepts philosophiques et les catégories scientifiques et voir en quoi elles pourraient fusionner. Voilà à peu près pour la programmatique de notre entretien. Je pense qu'il sera question, parce que ça fait partie vraiment du cœur du chapitre 4, aussi de la question par exemple de la catégorie de la cause. Est-ce que c'est une catégorie de l'entendement selon Kant, ou est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause cette notion? Et on reviendra, on avait déjà abordé ça plus ou moins, les questions d'induction et de déduction, et voir ce que le marxisme a à dire sur la méthode déductive et sur la méthode inductive. Enfin voilà, tout un programme qui est lié à cette notion de catégorie. Donc l'enregistrement est bon. Bonjour à toi Georges. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Oui, voilà, on avait je précise qu'on a eu des petits problèmes techniques qui nous empêchaient de mon côté de faire ces entretiens, mais ces questions maintenant me semblent résolues. Donc effectivement, commençons peut-être. Comment tu définirais un peu ce chapitre? Pourquoi cette réflexion sur les catégories philosophiques et comment tu les abordes? Enfin, disons, comment le marxisme les aborde? Comment toi tu les présentes? Peut-être, Georges? Oui, alors effectivement, la question des catégories philosophiques est très importante parce que elle concerne le contenu même de la philosophie, de ce que j'appellerais la logique philosophique, puisqu'il ne s'agit pas seulement de poser des catégories, c'est-à-dire de grands concepts universels, mais de voir comment ces catégories s'emboîtent les unes sur les autres, et donc comment elles forment ensemble une logique, et une logique en l'occurrence, puisque nous sommes dans le marxisme dialectique. Et donc se pose la question du même coup de leur statut, c'est-à-dire à quoi renvoient-elles au juste ces catégories. On pourrait penser que soit elles sont repliées sur elles-mêmes en quelque sorte, et donc elles forment une table des catégories en quelque sorte a priori, donc coupées de la réalité matérielle d'une manière ou d'une autre, et s'appliquant à elles seulement après coup, hein, dans la posteriori. Ça, c'est ce que fait Quentin, pour être En clair. gros, c'est ce que fait Kant, c'est ce que ne faisait pas Aristote d'ailleurs, dont la logique n'est pas si formelle qu'on veut bien le dire et comporte un côté ontologique, renvoie à la structure même de l'être. Alors, à bon droit ou à mauvais droit, c'est une autre question. Et donc, le problème est de savoir aussi comment ces catégories, disons, se rapportent au concept scientifique, et notamment pour savoir si les catégories ont un contenu scientifique, si elles ont une valeur scientifique, et si inversement, donc, la science peut, de son côté, se passer de ces catégories. Autrement dit, quand on traite du rapport entre les catégories et les concepts scientifiques, on traite directement du rapport entre la philosophie et la science, mais on traite aussi du rapport entre la logique philosophique et la réalité. Autrement dit, de la question de l'ontologie dont on a déjà discuté quelques fois. Donc, dans ce passage, ce chapitre, j'en viens en particulier à contester une conception qui a été répandue à l'époque de Louis Althusser, qui avait tendance, lui, à séparer de façon assez étanche les catégories et les concepts philosophiques. Dans un certain nombre d'écrits, notamment sur ce qu'il a écrit à propos de la philosophie spontanée des savants, il démarquait très nettement les concepts philosophiques des catégories, les concepts scientifiques des catégories philosophiques. Et moi, je pense qu'effectivement, ce n'est pas la même chose, bien sûr. Il y a un espace propre à la philosophie. Il ne faudrait pas aplatir les deux niveaux l'un sur l'autre, parce que dans ce cas, on aboutirait à ce qu'on appelle le scientisme.
Mais pour autant, ces deux niveaux ne sont pas étanches l'un à l'autre et sont articulés l'un à l'autre. Et c'est ce que j'essaie de montrer donc dans le cours du chapitre. Voilà, donc, Est-ce que ça débouchait pas cette position d'Althusser sur une forme de gnoséologie? On cherche à savoir que la façon dont fonctionne la connaissance, mais sans rentrer véritablement dans le oui, domaine oui, oui, comment les choses sont faites. sans le vouloir peut-être, mais enfin, bon, Althusser ici tendait à prendre une position de type kantien. Hein, et donc, en gros, pour lui, les catégories, c'est ce qui permet à la philosophie de s'orienter d'une façon globale dans le combat entre l'idéalisme et le matérialisme. Bon, très bien, je ne dis pas que ce ne soit pas le cas, mais la science elle-même, la connaissance scientifique elle-même, est totalement clivée par rapport enfin totalement séparée par rapport à ces catégories. Et donc, les catégories philosophiques n'ont pas de contenu ontologique. Par exemple, Althusser dit que la philosophie vise la justesse et non pas la vérité. La justesse, c'est un concept pratique. Une action est juste, hein, mais une action n'est pas vraie ou fausse. Et moi, je pense qu'une action ne peut être juste que si elle est fondée sur des vérités. Et que, comme le dit Lénine lui-même, ce n'est pas parce qu'il réussit, autrement dit parce qu'il a de la justesse pratique, que Mm. le marxisme est vrai, c'est plutôt parce qu'il est vrai qu'il peut avoir une justesse pratique. Et la praxis elle-même doit toujours être fondée, c'est pour ça qu'on est matérialiste, sinon nous serions des idéalistes, sur des volontaristes même, sur, disons, la nature des choses, la natura rerum, comme dirait le poète latin et matérialiste Lucrèce. Et justement, tu fais bien de parler de Lénine, parce que c'est vrai que si on distingue les concepts scientifiques et les concepts philosophiques, ça revient bien sûr dans le marxisme, on pense tous à la distinction de Lénine sur l'idée de matière, le concept philosophique de matière et disons, l'image qu'en donnent les sciences au cours de leur développement. Mais tu dis bien qu'il ne faut pas s'arrêter là chez Lénine, parce que ça, c'est un peu déjà strictement gnoséologique. Il faut aller, Lénine va jusqu'au plan ontologique, comme tu le rappelles. Voilà, oui, oui. Oui, il est très utile, en effet, tu fais bien de passer par ce détour léninien, disons. Souvent, chez les marxistes, on s'arrête à Matérialisme et empiriocriticisme, qui est un grand livre, en effet, de Lénine sur la théorie de la connaissance. Dans ce livre, il distingue lui-même très clairement, très nettement, même, je dirais, très catégoriquement, c'est la moindre des choses, les catégories des concepts, en quelque sorte, hein. Mais du coup, cette conception de Lénine, il faut la mettre en mouvement, parce que Lénine, d'abord, n'a pas seulement écrit dans le domaine philosophique Matérialisme et empiriocriticisme, un grand livre de 1908 qui était consacré à la crise philosophique qui traversait alors la physique moderne émergente, mais il a écrit aussi, par exemple, les cahiers sur la dialectique de Hegel. Et donc là, on voit très nettement que l'orientation de Lénine n'est pas seulement gnoséologique, c'est-à-dire relative au savoir, à la théorie de la connaissance, mais que Lénine fait bien le lien entre une théorie du savoir et une théorie de l'être lui-même. Les deux doivent être évidemment étroitement liés l'une à l'autre. Je dirais aussi qu'il y a une erreur à ne pas commettre, c'est que certes, Lénine explique, et il a tout à fait raison de le faire, que la catégorie de matière renvoie dans le domaine de la théorie de la connaissance à l'idée de ce qui existe indépendamment de nous. Par exemple, l'écran que j'ai devant les yeux, ou le bureau ou la chaise sur laquelle je suis assis, par exemple, eh bien, tout cela, évidemment, est matériel. Pourquoi? Parce que, quand bien même je n'y penserai plus, ces choses ne laisseraient pas d'exister, en quelque sorte. C'est dans cela qu'elles sont corporelles ou matérielles. Très bien. Donc, la matière, du point de vue, disons, gnoséologique, du point de vue de la théorie de la connaissance, gnoséologie, ça veut dire théorie de la connaissance, hein, eh bien, renvoie simplement à ce qui existe en dehors de l'esprit. Et en ce sens, on peut dire que la notion de matière est presque vide, puisque, au fond, tout ce qui existe en dehors de mon esprit est matière, quelque part. J'ajoute quand même, et c'est là qu'on voit bien que chez Lénine, il y a déjà le passage, la passerelle, la main tendue en quelque sorte à l'ontologie, que pour que justement cet être qui existe en dehors de nous-mêmes, par exemple les corps, eh bien, puisse nous être connu, il faut bien passer par un intermédiaire. Cet intermédiaire, ce sont les sens, c'est l'expérience sensible et de façon beaucoup plus outillée, bien sûr, l'expérience scientifique ou l'observation scientifique. Mais pour qu'il y ait un lien entre moi et les choses par l'intermédiaire des sciences et par l'intermédiaire, donc, par exemple, des appareils scientifiques, il faut bien que ce lien se manifeste lui-même d'une façon pratique et corporelle. Autrement dit, il faut bien que les liens qui me relient aux choses soient eux-mêmes matériels.
et par conséquent qu'ils aient une consistance, en quelque sorte, de nature physique, de nature ontologique. Et donc, rien que par l'analyse de la gnoséologie elle-même, on est amené à l'ontologie. Il faut bien une ontologie de la connaissance elle-même. La connaissance, sinon, on la pense comme Kant, comme quelque chose qui serait un petit peu dans l'absolu, a priori, etc. Et non, la connaissance se construit. La connaissance est un produit de l'histoire. La connaissance est un produit même, au sens très large du terme, de l'évolution de la nature, finissant par se connaître elle-même à travers l'homme, si on prend les choses à l'échelle la plus vaste possible. Donc, il y a bien, même dans une approche gnoséologique de l'idée de matière, il y a bien, par les liens qui existent entre l'objet connu et le sujet connaissant, ce lien étant l'expérience, il y a bien une dimension proprement ontologique. Et donc, c'est cela même qui permet, en réalité, d'être critique à l'égard de la connaissance, puisque justement, quand nous étudions les liens qui unissent le sujet à l'objet à travers l'expérience, nous voyons bien que cette expérience s'élargit au fil de l'histoire. Et que c'est pour ça que nous avons aujourd'hui, globalement, disons, une meilleure connaissance de la réalité physique, par exemple, qu'à l'époque de Galilée ou de Newton, parce que tout notre appareillage, non seulement évidemment physique, mais aussi intellectuel, s'est énormément enrichi entre les deux. Donc, connaissons l'ontologie de la connaissance et la manière dont il se forme à travers mille et un détours, et nous serons plus critiques à l'égard de notre connaissance. Donc, un peu d'ontologie, c'est toujours ce que nous disions la fois précédente, un peu de gnoséologie éloigne de l'ontologie, mais beaucoup de sens critique à l'égard de la gnoséologie rabat, en quelque sorte, sur une ontologie dialectique, mobile, en mouvement, etc. etc. Ça, c'est le premier aspect. Mais si je puis ajouter un point qui me paraît plus important encore, c'est que on ne peut pas, si l'on est matérialiste, se limiter à une définition purement gnoséologique de la matière. On ne peut pas s'en tenir à la matière, c'est ce qui existe en dehors de nous et qui est connu par l'intermédiaire des sens. Ça, ce n'est qu'une porte d'entrée, en quelque sorte. Après, il faut ouvrir la porte et il faut regarder ce qu'il y a derrière. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, une porte n'est qu'un mur si on ne l'ouvre jamais. Donc, en réalité, il faut bien saisir ici que dans cette définition, je n'ai jamais que la définition de la matière par rapport à l'esprit. Si je dis que la matière, c'est ce qui existe indépendamment de moi, mais oui, mais la matière, à moins d'être complètement à côté de tout le développement scientifique depuis 100 ans ou 200 ans, la matière, on sait tous qu'elle a existé longtemps avant qu'il n'existe le moindre être vivant, sur Terre ou ailleurs peut-être, et en tout cas le moindre être pensant, et que peut-être un jour d'ailleurs les êtres vivants et même les humains ont disparu, et que l'univers matériel ne laissera pas d'exister, si l'on peut dire. Nous savons que, par exemple, un jour, le Soleil va se dilater, parce que bon, c'est l'évolution des étoiles qui est ainsi faite, et que donc la Terre, qui est actuellement dans la zone habitable, cessera de l'être. Donc, bon, si l'espèce humaine n'a pas migré ailleurs, elle disparaîtra. Et n'empêche que le Soleil existera toujours sous une autre forme, et la Terre aussi sous une autre forme, et ainsi de suite. Donc, la matière, elle a son contenu propre, indépendamment de son rapport à l'esprit. C'est même pour ça que nous sommes matérialistes. C'est justement parce que nous pensons que la matière, dans le rapport entre l'esprit et la matière est le pôle absolu. L'esprit n'est que le pôle relatif, ce qui veut dire que la matière peut exister sans l'esprit, alors que l'esprit ne peut pas exister sans la matière. Si on n'a pas de cerveau, on ne peut plus penser. Par exemple, le cerveau, c'est bien de la matière, que je sache. Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, si on veut, on peut dire qu'il faut aussi, à ce moment-là, de toute nécessité, s'intéresser au contenu même de l'idée de matière, c'est-à-dire qu'est-elle en soi. Alors là, bien sûr, on débouche sur l'embranchement concept scientifique, catégorie philosophique. On peut se dire, ben voilà, c'est la science qui va nous dire quel est le contenu de la notion de matière et qui va nous dire que, bon, ben, par exemple, la matière, eh bien, elle comporte des atomes, des molécules, ou, bon, des particules, enfin bref, tout ce qu'on voudra mettre là-dedans, si l'on peut dire. Et là, il y aura, je dirais, une inépuisable source de connaissances, mais tout à fait difficile à synthétiser en quelque sorte. Et force est bien, d'un autre côté, de voir s'il n'y a pas des éléments communs à tous ces éléments, à toutes ces données que nous apporte la science. Et c'est là qu'on va effectivement être obligé de passer à quelque chose de plus universel et donc aux questions de catégorie. Sinon, la notion même de matière, à la limite, si elle n'était qu'une sorte de fatras de connaissances
s'additionnant les unes aux autres dans n'importe quel ordre et sans que tout cela forme un sens global, premièrement, ça n'aboutirait pas réellement à une science, puisque les scientifiques eux-mêmes ne sauraient pas au final ce qu'ils disent sur la matière. Et deuxièmement, la notion même de matière serait mal fondée à ce moment-là, parce que en quoi supposer une quelconque unité à ce fatras? À partir du moment où on suppose qu'il y a une unité à ce que j'appelle ce fatras, vous comprenez bien que c'est avec un grain de sel, eh bien, à partir de ce moment-là, il faut bien qu'il y ait dans cette notion de matière des traits universaux, universels si vous préférez, mais j'emploie aussi l'adjectif au sens des médiévaux, des scolastiques médiévaux. Et donc là, on passe effectivement aux catégories avec des notions comme contradiction, comme interaction, comme action réciproque, comme saut qualitatif, comme dialectique du quantitatif et du qualitatif, etc. Des traits extrêmement généraux que l'on retrouve effectivement d'une manière ou d'une autre dans toutes les connaissances scientifiques et qui leur permettent de s'enclencher les unes aux autres et donc pour finir de faire sens, de former logique ensemble, si l'on peut dire. Donc c'est là qu'on a bel et bien ces deux embranchements, cet embranchement avec concept scientifique et empirique d'un côté, catégorie logique de l'autre, les deux étant en définitive en constant dialogue, évidemment. Oui, d'ailleurs, j'essaie de rattacher vaguement cette notion de catégorie même à sa définition étymologique, puisque ça veut dire accusation pour les Grecs. Mais en fait, ce que Aristote voulait mettre, c'est qu'il y avait une notion de prédicat. En fait, on accole un sujet à un prédicat, on le met en relation. Alors, c'est peut-être ça le rôle de la catégorie philosophique par rapport aux faits scientifiques, donc, qui ne serait qu'un fatras. Comme Granosalis, comme tu dis, avec un grain de sel, parce que s'il n'était pas mis en mouvement par cette capacité, de la raison de mettre les choses dans leur ensemble. Mais alors après, il y a une question justement qui a affleuré, parce que tu as parlé d'expérience, et justement, on a voulu pendant très longtemps mettre du côté de la pure gnoséologie de la méthode, disons, et non pas de la réalité des choses, la notion de cause. Ça nous ramène à un grand débat philosophique, parce qu'il est à l'origine même du criticisme de Kant. Ce sont les apories que lui a laissé Hume par rapport à la notion de cause. Pour Kant, la cause ne sera plus qu'une catégorie de l'entendement, elle ne fera pas partie justement de l'ontologie même, des choses mêmes. Et là justement, on est un petit peu dans ce hiatus entre la catégorie philosophique et le concept scientifique, alors qu'il y aurait raison de les marier. Peut-être que ça, c'est un des points qui a fait le plus débat dans l'histoire de la philosophie et des sciences. Oui, si on veut résumer les choses, donc Kant était en gros dans les pas de la philosophie métaphysique allemande de Wolff, un peu de Leibniz, donc en réalité parce que Wolff était un leibnizien. Et puis, bon, voilà, il est tombé sur les écrits de Hume, qui était sceptique et qui donc a fait remarquer qu'en réalité, nous avions devant la notion de cause une sorte d'aporie, parce que ce n'est pas parce qu'une chose a toujours précédé une autre chose que cette chose A est la cause de la chose B. Si après tout, un jour il arrivait que l'eau ne bout pas à 100 degrés, eh bien, on s'apercevrait que cette loi, cette prétendue loi, cette prétendue causalité n'existe pas que. Bon, donc du coup, Kant est allé chercher du côté des exigences de l'esprit, en quelque sorte, l'enclenchement de la cause à l'effet, si l'on peut dire. Alors que, bien entendu, il existe dans l'esprit, de par sa tendance à mettre de la logique dans les choses, des exigences de ce genre, pourquoi pas. L'homme a été formé pendant des millénaires et des millions d'années pour ses ancêtres à former des consécutions et à agir de A à B. Bon, peut-être que les choses se sont durcies comme ça pour finir, mais il n'empêche que, pour finir, quand même, c'est pas mon esprit qui fait que l'eau bout lorsque je chauffe une casserole et l'eau qui est dedans à 100 degrés. En réalité, quand on regarde les choses de près, c'est aussi parce que la critique de Hume est celle, au fond, derrière lui, des néopositivistes qui ont envoyé le pas à notre époque et qui disent aux scientifiques, attention, il n'y a pas de cause. D'ailleurs, il n'y a pas de réalité non plus, pour finir. Donc, il n'y a plus rien de rien, quoi, au final. Eh bien, c'est une analyse, finalement, relativement superficielle, car il ne suffit pas, bien sûr, de dire, tiens, quand on chauffe l'eau, eh bien, elle bout à une certaine température, ou quand on chauffe le fer, il se dilate à une certaine température.
Aujourd'hui, nous savons très bien pourquoi l'eau bout à une certaine température. Nous savons très bien pourquoi le fer se dilate lorsqu'on le chauffe, et ainsi de suite. Et il y a une logique là derrière. Il y a une logique. Si on comprend ce que c'est que, par exemple, la chaleur, si on comprend que c'est une certaine augmentation, l'échauffement, c'est une certaine augmentation de l'agitation moléculaire, par exemple, on comprend aussi que cette agitation moléculaire eh bien, peut provoquer des modifications dans la structure du métal et par conséquent faire disparaître ou en tout cas entamer la disposition des parcelles de la matière les unes par rapport aux autres. Donc, en quelque sorte, aller vers la liquéfaction, puis vers le changement d'état, la fonte du métal, par exemple, et ainsi de suite. Il y a une logique là-dedans, et ce n'est pas une logique purement mentale, soyons sérieux. Donc, si on pensait sérieusement d'ailleurs, est-ce que vraiment les néopositivistes, les sceptiques, les humiens et ainsi de suite ont cru ce qu'ils disaient réellement? Si c'était le cas, écoutez, personne n'aurait fait de métallurgie, personne n'aurait fait de sidérurgie. C'est trop dangereux. On ne va pas jouer sa vie là-dessus. C'est parce qu'on est sûr que le métal va répondre au présent quand on va le chauffer et qu'il va bien s'écouler à telle température. Et qu'au contraire, si on le refroidit, si ça s'emballe, eh ben, on le refait passer au-dessous de ce seuil et du coup, la fusion du métal cesse. Bon, il n'y a pas de mystère. Ce n'est pas, comment dire, voyez, en gros, il ne faut pas être ici prisonnier de cet empirisme qui est le contraire du matérialisme. Le matérialisme n'a que faire de l'empirisme, quelque part. L'empirisme qui consiste à nous dire, faisons 1 million de fois l'expérience que les signes sont blancs et après nous pourrons écrire que tous les signes sont blancs. Hein. Bon, auquel cas, bien entendu, il Popper suffit de te dit tomber, un seul signe noir voilà, fait il suffit de s'écrouler tomber tout sur un signe le noir tout, et toute tout s'écroule. la construction s'écroule évidemment. Mais c'est justement parce que l'idée que tous les signes sont blancs n'est pas une loi. C'est tout simplement faux. Hein. Donc, à partir d'un certain seuil, il faut savoir si on a percé ou non la logique de production d'un phénomène. Est-ce qu'on a compris la logique de sa genèse? Et ça, ben, ma foi, je voudrais bien savoir comment on pourrait y arriver si on se prive de dialectique. La dialectique étant précisément ce qui permet, d'une manière globale, en gros, de comprendre comment d'un état A à un état B on peut aller, alors que la chose reste au fond la même. C'est la cire qui fond chez Descartes, par exemple, dans la deuxième méditation métaphysique, c'est toujours la même cire. Et pourtant, évidemment, dans un cas, elle est solide, dans le cas suivant, elle est liquide, par exemple. Mais Bon, c'est vrai Descartes que dit que c'est une inspection de l'esprit qui fait que, alors que oui, non, c'est une justement, c'est inspection aussi les d'esprit. propriétés de la cire. Mais bon, Ben, c'est une inspection d'esprit qui fait que nous comprenons que c'est toujours la même cire. Ça, d'accord. Mais il n'empêche que nous comprenons que c'est toujours la même cire parce que c'est toujours la même cire. Mais cire, si l'on peut dire. Donc, il y a bien une continuité. Cette continuité, ce n'est pas l'esprit qui la met dans les choses. C'est l'esprit qui doit la saisir dans les choses mêmes. Et pour cela, s'en donner les moyens et donc penser dialectiquement et non pas métaphysiquement, c'est-à-dire en croyant que les choses sont toujours identiques sous des aspects différents. Ce ne sont pas des aspects différents, ce sont bel et bien des états différents. On passe de l'un à l'autre dans une certaine continuité et discontinuité. Les deux, s'il n'y avait que de la continuité, les choses ne changeraient pas, elles dureraient simplement. Et s'il n'y avait pas aussi de la continuité, naturellement, quand on passerait du point A au point B, on serait sorti de l'univers, on serait dans un autre univers, on ne serait pas dans la continuité du même univers en train d'évoluer. Donc il faut bien qu'il y ait à la fois donc, du changement, et enfin, comment dirais-je, du discontinu et du continu. Bon, ça s'appelle penser dialectiquement. et alors c'est vrai que tu parles de méthode, disons, génétique, enfin de comprendre même comprendre la nature des causes pour comprendre comment elles naissent. Et c'est vrai qu'on a parlé de ce fameux signe noir qui apparaît, mais qui fait scroller une loi qui est en fait une fausse loi. Mais justement, il faudrait peut-être si on parle de causalité, faire la distinction entre l'induction et la déduction. Qu'est-ce qui est légitime ou pas? Et c'est pour ça que j'avais été assez frappé par ce que tu disais sur Engels, c'est le darwinisme. Et en disant que sa méthode était entièrement déductive et pas du tout inductive. Et que Oui. Et il me semble qu'en effet, c'est une fausse piste dans quelques domaines que ce soit que de croire qu'il faut marier le sort du matérialisme au sort de l'empirisme. Alors, entendons-nous bien, si par empirisme on entend le fait de respecter l'expérience, de respecter le critère de la pratique et ainsi de suite, dans ce cas, je suis empiriste, bien oui, c'est évidemment. l'empirie, là. On n'a rien contre Voilà, l'empirisme. bon, L'empirisme, ouais. exactement, mais bon, l'empirisme, c'est-à-dire l'idée que, pour finir, au fond,
il n'y a pas de raison, en quelque sorte, dans les choses, la raison c'est nous qui la mettons, mais que dans les choses, il y a juste des consécutions qu'il faut constater, qu'il faut décrire, et qu'on ne peut donc que décrire et jamais expliquer. Ça, c'est pas du matérialisme, ça conduit à l'idée que l'univers est mystérieux, qu'il est inconnaissable, qu'il est bizarre, qu'il est surnaturel, qu'il est paranormal, tout ce qu'on voudra en quelque Même sorte. l'histoire, hein, il y a des choses qui, soi-disant, sont inexplicables, comme le fascisme, etc. Et bon, voilà, oui, je lisais Paul Venn il y a quelque temps encore. Alors, il explique qu'en effet, la religion est sui generis, elle n'a aucune origine autre que le besoin religieux. Voilà pourquoi Surtout l'influence de Foucault, là. Voilà, c'est ça. Ben, ça revient à dire que, si vous voulez, si votre fille ne parle pas, c'est parce qu'elle a perdu l'usage de la parole. Hein, donc, si en gros le monde est religieux, ben, c'est parce que nous avons un besoin religieux. Ou c'est parce que C'est Constantin. la vis dormitiva de Voilà, Molière. Constantin s'est converti à un moment, et puis ça a marché. Bon, et puis, etc. Alors, bon, si c'est à ça que revient l'histoire, effectivement, elle n'est plus qu'un recueil d'événements discontinus, disparates. Et finalement, on retombe dans la vieille histoire empiriste qu'avait voulu dépasser non seulement le marxisme, mais par exemple l'école des annales de Marc Bloch. Donc, en gros, tous les progrès les plus importants de notre époque. Dans le domaine de la science, en général, même des sciences dures, si l'on peut dire, je pense que c'est la même chose. En fait, on ne peut pas raisonner de cette façon-là. D'abord, parlons des maths, si on veut, par exemple, au niveau des... On y reviendra peut-être, mais c'est une fausse piste que de croire que pour matérialiser les mathématiques et les empêcher de tomber du côté de l'idéalisme, il faudrait renoncer à leur caractère formel, à leur caractère hypothético-déductif, et au fait que les mathématiciens peuvent fort bien se passer de l'expérience sensible, et qu'ils peuvent raisonner sur le cercle, par exemple, indépendamment du cercle qu'ils ont tracé au tableau, en quelque sorte. Il s'agit de passer de concepts à d'autres concepts par la voie logique. Mais c'est très logique, ça. C'est très logique, certes, et c'est donc très matérialiste, parce que ça veut dire que, tout simplement, les propriétés qu'on a posées au début, on veille à les maintenir d'un bout à l'autre du raisonnement, de telle façon qu'elles soient encore dans la conclusion, comme elles l'étaient dans les prémices. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de plus matérialiste que ça? Ça revient au bon vieux rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, de la chimie matérialiste d'Antoine Lavoisier. C'est un peu du même ordre. De la même manière, en philosophie, on n'a pas à s'excuser quand, par exemple, on parle de la matière et de la logique, qui peut être celle de la matière, en quelque sorte, d'une façon globale, autrement dit, d'une dialectique générale de la matière, on n'a pas à s'excuser d'être dans le secteur de la logique et en disant, ouh là là, vite, il faut vite que je trouve un exemple pour ceci, et vite une illustration pour cela, et etc., etc. Tant mieux s'il y a des exemples et s'il y a des illustrations, il en faut, surtout au niveau pédagogique, bien évidemment. Mais ce n'est pas là-dessus que repose la preuve. La preuve, elle repose sur le fait que, en gros, comme le dit Engels, il faut expliquer le développement de la matière sans addition étrangère, par elle-même, donc par son automouvement, par ce que Georges Politzer appelait son autodynamisme, la dynamique qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Et c'est là qu'effectivement la dialectique est intéressante, parce que précisément, comme elle pose que les choses se développent par leur contradiction, autrement dit, par ce qu'il y a dans leur propre essence qui les amène à bouger, en quelque sorte, elle nous permet, en saisissant ce fil de l'autodynamisme, d'expliquer les choses par elles-mêmes, dans leur logique, sans faire appel au surnaturel, sans faire appel au paranormal, et donc d'une manière pleinement matérialiste. Donc, on ne peut pas dire, oulala, là là, plus il y a de logique, plus il y a d'a priori, et plus on va sortir du matérialisme. Pas du tout, c'est une illusion. C'est l'inverse. Il faut même, je dirais presque quand on parle des catégories matérialistes, chercher le plus haut niveau possible d'abstraction, le plus haut niveau possible, comme d'ailleurs, j'en parlais récemment avec un ami mathématicien qui me parlait de la méthode de Grothendieck, hein, qui est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, et à qui l'un de ses profs avait un jour proposé de travailler sur une série de problèmes particulièrement difficiles, et qui était revenu 15 jours ou 3 semaines après avec la résolution de l'ensemble des problèmes, parce qu'il avait cherché ce qu'ils avaient de commun, parce qu'il était monté à l'étage supérieur, en quelque sorte, et parce que sa méthode consistait précisément à porter le regard le plus général, le plus abstrait possible, et non pas le plus concret au sens banal et empiriste du mot. Un peu d'attention à la matière éloigne, disons, de l'abstraction, mais beaucoup en rapproche, en réalité. Il y a de concret que par l'abstrait, on peut le dire. Oui, et puis par l'abstrait même, cet abstrait, il est bien fondé. Il est fondé dans la nature des choses lui-même, puisque les choses forment bien un univers. Je prends deux petits exemples
que peut-être les physiciens expliqueraient bien mieux que moi, évidemment, mais enfin, prenons l'exemple des neutrinos. On les appelle quelquefois des particules fantomatiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont insensibles à l'interaction forte, à la gravitation, à l'électromagnétisme. Bien, donc elles sont fantomatiques, elles traversent notre corps en ce moment même et la Terre sans être arrêtées par rien, comme les fantômes sont censés traverser les murs, en quelque sorte. Oui, mais si c'était que ça, s'il n'y avait que ça dans les neutrinos, on pourrait tout aussi bien dire que comme les fantômes, ils n'existent pas. Si on peut dire qu'ils existent, c'est bel et bien qu'ils ont quelque part une interaction, qui est ce qu'on appelle l'interaction faible, avec le monde matériel qui nous environne. Autrement dit, qu'elle lui parle par un certain, j'emploie l'image de la traduction, de la langue, elle lui parle au moins par un certain aspect. Et donc, elles font bel et bien partie du même monde. Sinon, les neutrinos ne feraient pas partie du tout de l'univers matériel et seraient donc immatériels et par conséquent n'existeraient pas. Bon, donc en réalité, il faut bien que le monde ait une unité parce que les physiciens, les chimistes, les biologistes, chacun pour sa science et chacun, quand il fait le lien avec les autres sciences, voit bien que tout ça fonctionne dans un seul et même monde. Avec autant de décalage, autant de, comment dirais-je, de failles, de coupures, d'hétérogénéité, etc., qu'on voudra, hein, bien évidemment, mais n'empêche que ça fait bel et bien partie du même univers. Et même s'il y avait un multivers avec des univers complètement différents, il faudrait bien, de quelque façon que ce soit, concevoir un certain lien entre eux pour que les autres univers ne soient pas purement et simplement des fantômes de notre imagination, quelque part. Voilà, donc. J'en profite parce qu'on avait dit qu'on reviendrait sur quelque chose sur lequel on était passé. Tu avais parlé de la lettre de Spinoza à Hugo Boxel sur les fantômes, mais c'est aussi important par rapport à la théorie matérialiste. C'est l'objection d'un lecteur de Spinoza qui lui dit: est-ce que vous croyez aux fantômes? Et comme est-ce que vous pouvez prouver qu'ils n'existent pas? Et donc c'est un peu la même chose par rapport aux neutrinos. Enfin, on passe à un autre niveau, mais justement, enfin, en Oui, quoi les oui. neutrinos ne sont pas fantomatiques et en quoi justement il n'y a pas logiquement d'existence possible à des fantômes. Mais tout à fait. Mais c'est tout à fait dans le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est-à-dire celui de, en gros, l'unité de la matière et par conséquent de l'unité contradictoire, dialectique de la matière, avec mille failles, mille hétérogénéités, mille seuils, mille strates, etc., à la fois chronologique, ontologique, tout ce qu'on voudra. Bon, mais c'est tout à fait ça. Moi, j'avais été frappé justement par le rapprochement qu'on pouvait faire, parce que ça n'avait jamais été fait que je sache auparavant, entre donc la lettre de Spinoza à Hugo Boxel, dont tu parles, effectivement, sur les spectres. Et d'autre part, un texte amusant d'Engels, que je conseille à tout le monde de lire. On peut même commencer la dialectique de la nature en lisant ce texte, qui s'appelle La science de la nature dans le monde des esprits. Et Engels, se moque des spirites de son époque, y compris des grands savants spirites de son époque, qui, paradoxalement, étaient des empiristes. Ce n'étaient pas des gens, ils n'étaient pas tellement dans la mystique. Bon, par exemple, il y avait un grand savant qui s'appelait Crookes, hein, qui a été un des pères de la spectroscopie. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, il y a le mot spectre là-dedans. Hein. Puis il y avait Wallace aussi, qui est un des cofondateurs de la théorie de l'évolution, qui s'adonnait aux tables tournantes, au spiritisme et aux choses comme ça, puisque tout ce qui existe, pour eux, la matière, c'est ce qui existe. Alors, s'il y avait des fantômes que l'on constate comme ça, eh bien, il faudrait admettre qu'il existe des fantômes. Bien, alors Mais Engels, juste taper sur la table et au bout d'un moment, s'il y a un fantôme qui sort, c'est qu'il existe. Alors voilà. voilà, bien, exactement. Alors que quelque part, Spinoza explique à Boxel qu'il n'y a pas de fantôme et sauf si on appelle fantôme quelque chose que je ne connais pas, ou que je ne connais pas, hein, l'inconnu, quoi, en quelque sorte. Auquel cas, dit Spinoza, il y aurait une infinité de fantômes, car il y a une infinité de choses que je ne sais pas. Hein. Bon, et Engels se moque gentiment, bien entendu, de Crookes, de Wallace et des autres empiristes anglais de son époque qui s'adonnaient au spiritisme, et leur fait remarquer que, par exemple, si l'esprit est visible, si l'esprit se manifeste d'une façon visible à tel ou tel moment, admettons que, hein, ou qu'il tape 3 coups, ou qu'il fasse tourner la table, ou peu importe, c'est bien qu'à tel ou tel moment, il a une communication entre lui-même et les corps matériels, qu'il y a bien une conduction, comme on dirait en termes électriques, de l'esprit vers l'objet qu'il fait bouger, et que d'une manière ou d'une autre, à partir de là, s'il y a un conducteur, il y a un élément physique, une interaction physique, et que par conséquent, si esprit il y a, cet esprit, tout simplement, est un corps.
Et si c'est un corps, oui, il y a une contradiction entre l'esprit et le corps. il n'y a pas de spiritisme à ce moment-là. Et d'ailleurs, Engels s'amuse ensuite à montrer que bien souvent, il y a tout simplement des supercheries et qu'il faut faire tout simplement avec le spiritisme comme on fait avec les prestidigitateurs et qu'on regarde de près. Il y a un truc, quoi. Il y a toujours un truc. Et je le sais d'avance. Je le sais avant de faire l'expérience, là, en l'occurrence, puisque je sais que la matière a une unité et que si je vois des phénomènes paranormaux, c'est qu'ils ne sont pas si paranormaux que ça. Et si je vois le spectre des étoiles à travers des appareils ad hoc, effectivement, c'est que ce spectre des étoiles est spectral au sens de la physique, mais certainement pas au sens du spiritisme. Et je crois que justement, dans ton explication, tu avais oublié de dire que Spinoza répondait à Boxel à peu près la même chose qu'avait dit Engels, hein, c'est-à-dire que si c'est un esprit, c'est pas un corps, et que de toute façon, par définition, il y a un problème de conséquences logiques dès le départ, en fait, dans la manière dont les problèmes sont posés. Donc, oui, pour Spinoza, en gros, ce qui les rassemble, c'est que Spinoza est rationaliste. Ça se discute de savoir s'il est matérialiste aussi, mais enfin, en tout cas, il est rationaliste. Et Engels, lui, est les deux, matérialiste et rationaliste. Donc, pour Spinoza, tout ce qui existe, d'une manière ou d'une autre, est rattaché au reste. Il n'y a pas d'empire dans un empire. Il le dit à propos de l'homme. L'homme n'est pas un empire dans un empire. Et donc, toutes les choses sont liées les unes aux autres. C'est ce qu'il appelle la concatenatio omnium rerum, la concaténation, la concatenaison, si l'on peut dire, de toutes les choses les unes avec les autres. Et à partir de là, aucune chose n'est paranormale, aucune chose n'est surnaturelle. Deus sive natura, Dieu c'est la nature. Et de la même manière, Engels va nous expliquer que tout ce qui existe est nécessairement lié d'une manière ou d'une autre, puisque les choses ne peuvent être dites exister que si elles interagissent. Si deux choses n'interagissent absolument pas et ne peuvent absolument pas interagir l'une sur l'autre, c'est qu'au moins l'une des deux n'existe pas. tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs d'un certain retour de certains althusériens à spinozisme? Parce que chez Spinoza, il y a l'âme et une idée du corps, mais le corps est encore réellement un produit de l'histoire. Enfin, on perd quelque chose peut-être. Enfin, c'est à la fois, Oui, c'est très tentant pour des marxistes. j'ai fait un travail sur Spinoza il y a bien des années, où l'on pouvait, moi j'essaie d'y montrer que si on prend les choses au niveau, bon là je fais un peu de passage par l'histoire de la philosophie, chez Spinoza, donc il y a une substance unique, Dieu, c'est-à-dire la nature, et elle a une infinité d'attributs. Les deux que nous connaissons, c'est l'étendue, c'est-à-dire en gros la matière, si l'on peut dire, et l'autre, c'est la pensée, c'est l'esprit, en quelque sorte. Si l'on prend les choses au niveau de Dieu, les deux attributs sont strictement de même puissance, comme on dirait en mathématiques. Ils ont la même extension, en quelque sorte. Donc, à chaque idée correspond une chose, si l'on peut dire, pour parler vite. Mais si on se met maintenant du point de vue de l'homme, c'est-à-dire d'un mode fini de la substance, l'homme qui pense, nous en ce moment par exemple, on voit bien à ce moment-là que ce n'est pas la même chose et que quand on rapporte l'idée du corps, c'est-à-dire notre âme, notre pensée, si on veut, à notre corps, eh bien, les deux n'auront pas la même extension. Qu'il y aura dans notre corps beaucoup plus de choses que nous ne connaissons pas que ce qu'en connaît notre esprit au moment où il pense. En ce moment, par exemple, je pense Spinoza, les attributs, la substance, tout ce que vous voudrez, mais du diable si je sais quels sont les mouvements, les échanges chimiques, électriques et autres de mon cerveau qui permettent la production de ce genre d'effets. Alors, je ne dis pas que Spinoza dit soit neurophysiologiste et nous dise que la pensée est produite par le cerveau. Je dis simplement que l'idée que nous nous formons de la conscience que nous avons de nous-mêmes quand nous parlons, quand nous pensons, etc., est évidemment complètement insuffisante, en quelque sorte, inadéquate par rapport à notre corps. Donc à l'échelle, en gros, pour ne pas entrer trop dans les détails, mais à l'échelle du tout, de la substance dans son ensemble, il y a bien équivalence, en quelque sorte, équipotence plutôt, entre disons, ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Mais à l'échelle de l'individu, ça se traduit par une surpuissance du matériel. Nous ne savons pas ce que peut le corps, explique très en détail un passage de Spinoza qui nous invite donc, du coup, à chercher ce que peut le corps, autrement dit, à faire de la physiologie, à faire de la neurologie, à faire des tas de choses comme ça. Et sans croire, comme pouvaient le croire des cartésiens un peu superficiels, que, en gros, la conscience est si transparente que ça
à elle-même et qu'elle soit une connaissance. Elle n'est pas une connaissance. La conscience de soi n'est pas une connaissance de soi. Nous ne savons pas ce que peut le D'où justement la notion de le phénomène de pensée passe par l'abstraction, justement, parce que si on ne peut pas donner un équivalent corporel à chaque mouvement, et on a besoin justement de ces abstractions pour aller plus vite, hein, peut-être d'une certaine manière. C'est là on retrouve. Bien sûr. Et puis la pensée du chien n'est pas la pensée de la pensée du chien. Ah oui, voilà, c'est ça. Et la pensée de ce que je pense en ce moment n'est pas là. Le second degré, c'est autre chose encore, et ainsi de suite. Donc, l'homme n'est pas spontanément maître de lui-même s'il ne fait pas l'effort de la connaissance et de la science. Et ça, ce n'est pas donné, ce n'est pas immédiat. Donc, voilà. J'avais suggéré qu'on parle d'induction et de déduction. Mais peut-être oui, alors induction et déduction. Bon, raccrocher à quelque chose qui te parlait par rapport à ton discours. Alors peut-être que là, je le mène un peu comme un cheveu sur la soupe, mais comme c'est non, oui, bon, bien sûr, pourquoi pas. Oui, alors, moi, j'ai envie de réhabiliter la déduction en tant que matérialiste, précisément. Je trouve que la déduction, c'est comme son nom l'indique, d'ailleurs, quand on déduit, c'est qu'on soustrait quelque part. On part de quelque chose qui est déjà là, et puis on essaie de voir un petit peu dans le détail, par l'analyse, ce qu'il contient. On regarde sous le capot, en quelque sorte. Et on est comme, en gros, un homme qui sait qu'il y a un truc quand il regarde un prestidigitateur et qui essaie de trouver le truc. Et ce que fait un mathématicien quand il cherche à découvrir la valeur de l'inconnu dans une équation. Si l'inconnu est dans l'équation, c'est qu'elle marche avec l'équation, hein, que donc il y a déjà une valeur qui fonctionne, qui est déjà donnée quelque part. Donc, il s'agit de la trouver et il n'y a rien de plus matérialiste que ça. Donc, vive la déduction et vive donc l'usage des mathématiques, vive l'usage de la logique le plus grand possible dans le domaine de la science. Alors, l'induction, elle a aussi, bien sûr, toute sa valeur, parce que naturellement, si les choses se présentent un très grand nombre de fois de la même façon, on peut présupposer que c'est que derrière, c'est la loi des grands nombres, c'est que derrière, si par exemple on a toujours une chance sur deux que tel phénomène se produise dans telles conditions, c'est peut-être que, comme quand on joue à pile ou face, c'est que la pièce a deux faces. Et ça, c'est une réalité. Bon, donc en réalité, on peut présupposer, à travers l'induction, qui peut nous mettre sur la piste de la découverte des lois de la nature, qu'il y a effectivement une loi que nous avons à trouver. Mais on n'a pas véritablement cette loi tant qu'on n'a pas trouvé le rapport génétique, comme je le disais tout à l'heure, le rapport logique, qui fait que l'on peut passer de A à B. Si on a simplement constaté 1 million de fois que quand on boit du gin soda, eh bien, ça finit par tourner, si on en boit beaucoup, à la cirrhose du foie, on ne sait toujours pas à l'arrivée si c'est à cause du gin ou à cause du soda, quelque part. Bon, si on a trouvé par contre que le gin, c'est de l'alcool, que l'alcool, c'est du sucre, et que quand le sucre se stocke à l'excès dans le foie en vertu de la fonction glycogénique du foie découverte par Claude Bernard, eh bien, ça finit par engorger, par détruire les cellules du foie. Là, on a trouvé la raison fondamentale du coup, et on dit, écoutez, la prochaine fois, mettez dans votre gin soda, vous ne gardez que le soda. Voilà, et vous aurez peut-être moins vite la cirrhose. Donc, et là, on n'a pas besoin de faire 1 milliard de fois l'expérience pour savoir si ça marche. Parce que derrière le critère de la pratique, il y a une raison. Quand Engels dit que le matérialisme repose sur le critère de l'expérience ou sur le critère de la pratique, oui, mais la pratique elle-même, il faut l'analyser, elle repose aussi sur le fait qu'il y a des lois de la nature et que dans les lois de la nature, voilà, par exemple, quand on chauffe le métal, il se dilate, et pas parce que j'ai l'habitude qu'il se dilate, mais parce que bel et bien, la chaleur et le mouvement ont un certain rapport entre eux, et donc l'espace aussi, l'espace occupé. Alors, je ne sais plus si tu citais Bitsakis ou Sèvres, mais tu parles de certains camarades, parce qu'ils sont vraiment camarades dans le champ philosophique, mais qui avaient peur d'utiliser le mot loi, enfin en tout cas, alors que pourtant il existe bien des lois tendancielles, mais qui n'en sont pas moins, qui n'en sont pas moins des lois des reins, mais qui agissent de manière tendancielle, enfin, c'est-à-dire qu'ils peuvent être contrecarrés. Mais pourquoi est-ce que c'est une timidité à utiliser le terme de loi scientifique et justement dans on peut toujours évidemment se dire que le mot loi vient du champ politique et que donc c'est projeté sur la nature ou du champ juridique. Donc c'est projeté sur la nature l'idée qu'elle aurait entre elles, qu'elle passerait des contrats en quelque sorte avec elle-même et ainsi de suite.
Mais bon, ça me paraît une objection faiblarde, quoi, parce qu'on pourrait le dire de n'importe quoi. Tous nos concepts charrient une grande masse, en quelque sorte, de métaphores. Et c'est totalement. Quand on dit la matière, eh bien, ça renvoie au bois dont on faisait les bateaux, materia en latin. Bon, ou en allemand, quand on dit pour la matière, c'est le mot Stoff, hein, qui veut dire aussi étoffe. Bon, ouais, alors, tous les mots, reflets, hein, tous les mots, d'une manière dialectique, ça vient de dialogue, c'est comme l'objection qu'on nous fait 100 000 fois, c'est-à-dire la dialectique, ça ne peut pas marcher dans les choses, parce que ça Elle ne parle renvoie au pas. dialogue, là où même les choses ne parlent pas. On ne peut plus rien dire à ce moment-là, on ne peut plus avoir le moindre concept, si on va dans le sens de cette objection qui est elle-même naïve, finalement. Le tout, c'est qu'on soit conscient du fait qu'une loi de la nature ne fonctionne pas comme une loi de la société, et encore moins comme une loi juridique. Si on en est conscient, eh bien, on peut employer le mot. Et puis, même, je vais au-delà de ça. Si on cherche bien, finalement, la manière dont les mots du langage se dérivent des pratiques, et à travers les pratiques se dérivent de la nature des choses, d'une manière ou d'une autre, puisque les pratiques ne peuvent fonctionner que si elles sont conformes à la nature des choses, on s'aperçoit que bien souvent, ces métaphores elles-mêmes, négation de la négation, elles ne sont pas si mal formées que ça. Et qu'en un sens, on peut très bien dire qu'il y a un certain contrat dans la nature, un certain donnant-donnant. Tout à l'heure, je parlais d'équations, par exemple. Bon, on avait vu qu'avec les équations chimiques, le produit, la somme des produits est égale à la somme des réactifs. Et que donc, ce qu'on a au début de la réaction chimique, il faut qu'on l'ait sous une autre forme, recombinée donc à la fin. Bon, très bien. Eh ben, qu'est-ce que ça signifie? Il y a bien donnant-donnant là derrière. Hein, je te donne ceci, tu me donnes cela. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait une équation mathématique? Si je dis x plus 1 égale 0, pour savoir ce que vaut x, je dois donc soustraire moins 1 à x plus 1 et soustraire moins 1 aussi pour que le signe égal reste valable à 0. Donc ça fait là, x plus 1 moins 1 égale 0 moins 1. Je simplifie, x égale moins 1. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien fait, finalement, une sorte de transformation qui me permet de garder sous une autre forme, ce que j'avais au départ. Et bien, la nature, elle fait comme ça. Elle troque. Il y a du troc aussi dans la nature. C'est pas si mal formé que ça quand on regarde les choses de près. Hein. Et donc, ce qui se perd d'un côté se gagne de l'autre. Il y a un système universel, permanent, de compensation. C'est pour ça que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Sinon, ça voudrait dire que on ne peut pas faire d'équations, on ne peut pas faire de maths, on ne peut pas faire de sciences, parce qu'il y aurait tout le temps un trublion qui tomberait comme un cheveu sur la soupe. Là. Donc, les miracles, le paranormal, le surnaturel, et ainsi de suite, seraient possibles à tout moment. On aurait plus, en ayant soustrait quelque chose, qu'on avait au départ, avant la soustraction. Donc, évidemment, à ce moment-là, la raison humaine perdrait complètement pied et aucune science ne serait possible. Oui, c'est pour ça qu'il faut se méfier, effectivement, il ne faut pas confondre étymologie et philosophie, mais en même temps, c'est pas un hasard que souvent on part de tes mots du Mais langage oui, courant, et quand on parlait de ces catégories qui sont des accusations, tu citais également, je crois, dans ce même passage, tu disais tout être est un jugement, porte un jugement. mais bien entendu. D'ailleurs, dans le texte d'Aristote, si je me souviens bien, je ne l'ai plus euh, totalement en tête dans l'organon, donc, dont tu parlais tout à l'heure, hein, à propos des catégories. Alors, l'expression, si je me souviens bien, en grec qu'il emploie, c'est schemata tes categorias. Mot à mot, les schémas, les formes, schéma, ça veut dire la forme, les formes, alors, categorias au sens jugement. Catégorein, en grec, ça veut dire affirmer, exactement. Ouais. Et donc, les formes. Parler contre, en fait. Kata contre, agoréo, je parle, quoi. Je prononçais contre, mais. Oui, alors, bon, alors il y a les deux signes. On voit dans le texte d'Aristote que catégoria, ça comprend aussi la négation, en effet. Donc, effectivement, ce sont les formes du jugement, d'une façon générale. Eh bien oui, toute chose est un jugement en ce sens, puisque dès qu'on veut comprendre ce qu'est une chose, il faut dire que, par exemple, eh bien, la nature est finie, ou la nature est infinie, ou des choses comme ça, peu importe. Eh bien, on va donc associer deux termes qui ne veulent pas dire la même chose, tout simplement. Donc, c'est déjà bizarre. À l'époque d'Aristote, il fallait répondre à l'objection de ce qu'on appelait les mégariques. Les mégariques, Antisthène étant peut-être le plus connu d'entre eux, qui disait on ne peut pas affirmer, ou questi categorein.
Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, quand on dit la nature est infinie, par exemple, ou quand on dit même le chien est un mammifère, si l'on veut, par exemple, eh bien, le chien, c'est une chose, mammifère, c'est autre chose. Et donc, c'est une contradiction, puisqu'on dit qu'une chose A est une autre chose qu'elle-même B. Et donc, à partir de là, Aristote essaie de comprendre comment il est possible de dire que le chien est un mammifère sans se contredire. Et du coup, il rencontre la question de l'identité, la question de l'altérité, la question donc du rapport entre l'identité et l'altérité qui est la contradiction, et donc la question aussi tout simplement de l'altération, c'est-à-dire du passage d'un état A de l'identité à un état B de l'identité qui nécessite... Bon, enfin, je n'entre pas dans le détail, mais on peut dire que dans les textes de la logique d'Aristote, en gros, eh bien, il y a un souci permanent de concevoir non seulement la logique, et donc les rapports entre le sujet et l'attribut, la prédication. Au fond, catégoria, je pense que la meilleure traduction serait prédication. Bon, effectivement, donc comprendre la prédication, mais la prédication, ce n'est pas la prédication d'un prédicateur, c'est la prédication de la nature. C'est la nature elle-même qui se prédique tout le temps, puisqu'elle change de propriété, et qu'on passe d'une propriété à une autre propriété, que, bon, les choses, on ne peut pas simplement dire une chose est une chose. On ne peut pas simplement dire Paris sera toujours Paris, et ainsi de suite, sinon on ne dit rien. La pure et simple tautologie est creuse, est vide, et voilà le paradoxe absolu. Quand je dis A égale A parce que je ne veux pas me contredire, finalement, je ne dis rien du tout. Hein. Donc, il faut bien que je dise que A est autre chose que A, et à partir de là, commence la difficulté logique, et donc il faut raisonner, il faut dialectiser, il faut penser. Voilà. Donc, mais c'est les choses qui sont ainsi faites. La nature des choses, le simple jugement lui-même appelle à une réflexion sur la contradiction, et Aristote l'avait totalement, on l'avait vu d'ailleurs l'autre fois, avec la notion d'espèce aussi, sur voilà, la thèse exactement. de l'abstrait et du concret, oui. C'est ça, donc en pensant la classification des espèces ou en pensant le devenir à travers les notions d'acte et de puissance. Puisque, bon, ben, je ne me contredis pas en réalité quand je dis que le tétard est une grenouille, bien que tout le monde voit qu'un tétard n'est pas une grenouille. Ben oui, mais un tétard est une grenouille en puissance, et une grenouille est un tétard en acte. Et là, je m'en sors, je ne me contredis plus, mais je fais rentrer les choses dans l'ordre du temps, de la temporalité, et d'un temps dont on voit ici qui ne détruit pas l'identité. C'est ça qui est fort chez les dialecticiens, quels qu'ils soient, d'Aristote à Hegel en passant par Leibniz ou à Engels en passant par Hegel, c'est précisément qu'ils arrivent à comprendre que le temps n'est pas uniquement, comme le disent les poètes trop souvent, destructeur. Le temps ne fait pas que détruire, il détruit, mais bon, il détruit en construisant. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est fascinant. Il y a un courant d'Aristote à Marx, parfois extrêmement direct. Oui. Il y a le livre de Michel Vadé là, qui s'appelle Marx, penseur du possible. D'ailleurs, on va bientôt le republier. Oui. Mais Marx est un aristotélicien. Je pense que Marx ne cesse de montrer son admiration absolue pour Aristote. Déjà dans le Capital, on le voit bien, mais Oui. même... Je pense qu'effectivement, Marx, le grand penseur qui était Marx, constate que dans les conditions de son époque, le grand penseur de l'Antiquité, c'est Aristote. Oui, tout à fait. Et oui, alors c'est vrai que dans cette, non seulement la dialectique de l'abstrait et du concret, c'est une grande catégorie marxienne, en fait, finalement, ce concret qui contient de l'abstrait, et cet abstrait qui contient du concret. On avait donné l'exemple de l'argent, par exemple. Oui, oui. Et ça, on peut appeler ça vraiment une catégorie du marxisme, parce que là, le chapitre 4, ce sont les catégories. Je voyais bien que, par exemple, Lucien Sèvres aussi a essayé de dire qu'est-ce que le... Bon, il avait escamoté en disant il n'y a plus de philosophie marxiste, mais il y a bien du catégoriel marxien. Il mettait évidemment ce grand passage sur le texte de 57 comme un jalon. Mais c'est vrai que ça fait partie effectivement d'un appareil catégoriel, en fait, qui fonctionne comme tel, enfin, qui est Oui, oui, les catégories, enfin, dans une perspective dialectique, les catégories, évidemment, sont fluides. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de passer d'une catégorie à une autre. Si on lit, si on se donne la peine de feuilleter, même sans la lire intégralement, ce qui est un exploit intellectuel, la logique de Hegel, la grande logique de Hegel, on est frappé par le fait que c'est une sorte d'auto-mouvement, d'auto-entraînement permanent, comme une sorte de tapis roulant des catégories, en quelque sorte.
si je puis comparer les choses de cette façon. Mais en même temps, cette liquéfaction n'est pas absolue. Il y a des points nodaux, il y a des points d'arrêt, il y a des seuils, en quelque sorte. Et donc, ces catégories elles-mêmes, elles ont leur spécificité. Et la dialectique, ça ne consiste pas à dire que tout est dans tout et réciproquement, en fabriquant une sorte de grande mélasse intellectuelle. Il y a des points d'arrêt et donc il y a de la déduction, en effet. C'est bien de l'ordre de la déduction, c'est bien de l'ordre de la logique. On passe de l'une à l'autre d'une manière rigoureuse. Je prends peut-être un simple exemple. Il me semble que pour bien saisir ce que pourrait être une table des catégories marxistes, enfin avec des guillemets, hein, bon, quand même. C'est une table qui bougerait beaucoup alors. Oui, voilà, ça serait une table roulante, une table très dynamique, effectivement, une auto-tabulation plutôt, quelque chose comme ça. Bon, il faut tout simplement, qu'est-ce qu'il faut penser? Il faut penser l'unité de la nature, puisqu'elle est donnée, elle est réellement donnée. Et donc, prenons un simple fait, par exemple. Il fut un temps où les philosophes posaient comme thèse que les différentes formes de mouvement dans la nature ne faisaient qu'un, que par exemple il n'y avait qu'une force ou qu'une sorte d'énergie. Bon, ce n'était qu'une conception philosophique. On trouve ça chez Descartes, par exemple, et donc c'est le mouvement mécanique qui prend tout, si l'on peut dire. Engels nous explique que déjà au XIXe siècle, ce n'est plus une affirmation philosophique, c'est un fait scientifique. C'est un fait scientifique. On peut passer, par exemple, de telle forme du mouvement, par exemple le mouvement thermodynamique, à telle autre forme du mouvement, le mouvement mécanique, par exemple, à telle autre forme du mouvement, le mouvement chimique, et ainsi de suite. Et donc, on passe de l'un à l'autre. Et ce n'est pas parce que le philosophe a décrété qu'on pouvait passer de l'un à l'autre, c'est bel et bien parce que dans la nature, on passe de l'un à l'autre. Donc, il faut penser l'unité de la nature. Mais en même temps, cette unité, elle ne peut pas être absolue. Si la nature était absolument une, un peu comme le disait Parménide, donc l'un des métaphysiciens de l'Antiquité, à savoir que l'être est un, en panta, bon, eh bien, si l'on pensait une chose pareille, on n'aurait plus de mouvement dans la nature. Elle serait tellement une qu'elle serait compacte, qu'elle serait enfermée sur elle-même, qu'elle serait immobile, à la façon de Dieu, précisément. Or, bon, voilà, nous voyons, nous pouvons prouver le mouvement en marchant. Nous voyons bien que nous marchons, nous naissons, nous développons, nous mourons, etc. Le printemps succède à l'hiver et ainsi de suite. Bref, il y a du mouvement. Donc, il faut aussi penser la diversité. Le plus vieux problème que les philosophes de l'Antiquité aient traité, c'est celui de l'un et du multiple. Il y avait les monistes, partisans de l'un, et les partisans de la multiplicité. Bien, alors, il faut penser ces deux choses-là. Dès qu'on entre là-dedans, on va tomber sur la catégorie de contradiction. L'un et le multiple, ou le même et l'autre. Le même et l'autre, puisque la nature devient. Il faut bien qu'elle soit à la fois elle-même, puisque c'est elle qui devient. Le sujet se maintient. Et autre, puisque si elle est réellement devenue, c'est qu'elle n'est plus tout à fait pareille qu'au départ. Bon, donc il faut ici introduire de toute force, et quoi qu'on fasse pour l'écarter, la contradiction va ressurgir à un moment ou à un autre. Et ensuite, il faut se dire que, bon, elle va donc finir par se maintenir en se développant. Mais nous voyons bien aussi, et la science nous le montre à tout instant, que les formes de mouvement et les formes de matérialité sont extrêmement diverses. Il faudra donc savoir comment le développement même de la nature va à certains moments, à certains seuils, et c'est là que va s'introduire la catégorie de saut qualitatif. Ici, je suis en train de d'évider ce que les marxistes appellent traditionnellement les lois de la dialectique. Oui, c'est ça. Bon, il faut à toute force que, à un certain moment, la continuité soit rompue, qu'il y ait des sauts qualitatifs, qu'apparaissent par exemple des molécules chimiques alors qu'à un moment il n'y en avait pas, ou des êtres vivants alors qu'à un moment il n'y en avait pas, ou des êtres pensants alors qu'auparavant il n'y en avait pas, ou en tout cas pas au même niveau de puissance que nous pouvons encore que atteindre, disons, d'une manière générale. Bon, il faut donc qu'il y ait des seuils qualitatifs. Et ces seuils qualitatifs, il ne faut pas non plus que ce soit des miracles dans la nature, il ne faut pas que ce soit non plus des coupures absolues. Il ne faut pas, bon, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une dialectique des évolutions continues, quantitatives, ce qu'on appelle les évolutions, quoi, à des révolutions, c'est-à-dire à des modifications brusques à certains seuils, ce qu'on appelle aussi des transitions de phase dans le domaine de la théorie de la connaissance physique, etc. Et donc, il faut qu'en même temps,
ne soit jamais rompu le principe de l'interaction globale. Parce que ce n'est pas parce que des êtres vivants arrivent qu'ils vont devenir un empire dans un empire et qu'ils vont sortir de la matière, qu'ils vont sortir de l'univers, et ainsi de suite. Ils y restent. Et donc, la continuité se maintient, non plus sous la forme d'un tout compact, mais sous la forme d'un tout diversifié, faillé, stratifié, etc., feuilleté, si je puis dire, en quelque sorte, et qui a en son sein un certain nombre de, de diversités. Donc, on est bel et bien devant des choses ici, ce que je suis en train de d'évider, qui sont logiques. C'est logiquement que ces catégories sortent les unes des autres. Et si je peux reprocher quelque chose à la manière dont on enseignait traditionnellement le matérialisme dialectique, disons, dans l'entre-deux-guerres, c'est un reproche facile, hein, parce qu'il est facile de le faire avec tout le recul que nous avons maintenant. Mais bon, il faut quand même le faire d'une certaine façon, c'est qu'on était trop empiriste. C'était dans, bon, il y a la loi un tel, puis il y a la loi telle autre, puis et ainsi de suite. Et donc, chacune est illustrée par un exemple physique, astronomique ou économique, effectivement. Mais il vaut mieux, à mon avis, parce que c'est là qu'on est démonstratif, montrer que ces catégories se produisent les unes à partir des autres, comme les êtres matériels qu'elles sont censées expliquer. Il faut que les catégories elles-mêmes, et c'est ce que dit Hegel dans la logique, soient l'autodéveloppement de la chose même. C'est-à-dire pas une simple forme qu'on plaque sur la réalité, mais précisément la capacité qu'a la logique de se développer en elle-même et par elle-même nous donne, comme en mathématiques, le fait que les concepts puissent sortir les uns des autres, la capacité ensuite, quand on les utilise pour fabriquer des modèles physiques, chimiques, astronomiques et autres, ou économiques, fonctionner, hein, et fonctionner comme les choses, analogiquement aux choses. On aura peut-être le temps de reparler de la théorie de la connaissance du matérialisme dialectique, et pour moi, le concept central, c'est celui d'analogie en la matière, quelque part, et non pas d'identité, d'analogie, identité de rapport. Il faut que, justement, dans le jugement, qui est mental, qui est quelque chose que nous faisons dans notre tête, eh bien, le sujet et l'objet soient rapportés entre eux, en gros, pour faire vite, comme dans la réalité sont rapportés entre eux les choses qu'ils décrivent. Que, bon, effectivement, ben, par exemple, Engels dit quelque part que ce n'est pas parce qu'on pense que le chien est un mammifère que ça fait pousser des mamelles à la chienne. Hein. Bon, mais n'empêche que dans la réalité, la chienne a des mamelles et elle allait de ses petits. Et elle fait donc bel et bien partie, objectivement, ontologiquement, de ce genre qu'on appelle les mammifères, par exemple. Donc voilà, on a ici tout un développement proprement logique. Oui, d'ailleurs, en fait, je me demande si ces fameuses lois de la dialectique, dont la liste a varié hein, selon les pédagogies employées et même certaines idéologies d'époque, mais je me demande s'il n'aurait été pas plus simple justement de le lier un petit peu comme ce que tu fais avec la classification des sciences, enfin en montrant justement parce que ça, là, on verrait le mouvement, parce que tu cites souvent Engels en disant à chaque découverte faisant à l'époque, le matérialisme doit changer de forme. Mais justement, ce changement de forme fait parfois changer la dialectique même des choses. Et donc, il faut montrer comment les sciences s'organisent, comment elles évoluent elles-mêmes. Enfin, il faut disons, les marquer à la culotte, comme on dit au foot. Hein. Faut vraiment, Si je veux dire, oui. ouais. Oui, 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 en effet. La matière joue le rôle de libéraux, en quelque sorte, quelque part, à travers l'expérience. Mais effectivement, je dirais qu'au fond, il y a plusieurs approches possibles dans un sens. On peut penser, à mon avis, construire une sorte de logique matérialiste d'une façon quasiment, enfin, qui donne l'impression d'être construite a priori, comme le Capital de Marx donne parfois l'impression d'être construit a priori. Et Marx explique lui-même que, effectivement, dans la mesure où l'exposé est logique et où les abstractions s'enchaînent correctement les unes aux autres, elle donne le sentiment d'une sorte d'autoproduction. Ce qui fait que Hegel, quand il construit son système, a ensuite l'illusion que, à travers son système, il engendre le réel lui-même. Marx dit attention, hein, ce n'est qu'une analogie parce que la réalité économique continue à exister tout à fait indépendamment de mon bouquin intitulé Le Capital pourrait très bien exister sans le capital avec des majuscules, en quelque sorte. Bon, on pourrait faire ça. C'est une première approche. C'est pour ça que je dis bien souvent qu'il ne faut pas faire une croix sur Hegel comme on l'a fait à l'époque de Staline, par exemple, où on voyait des philosophes soviétiques qui disaient que le cas Hegel était réglé, hein, que donc Hegel était derrière nous, et ainsi de suite.
C'est pas ça que dit du tout Lénine dans sa lecture de Hegel. Et au contraire, il dit lisez Hegel. Non, non, c'est extrêmement important. Et faites tout ce travail qui consiste à critiquer la logique hegelienne, mais à s'appuyer sur elle pour que ce que vous allez en tirer, ce soit encore une logique et non pas simplement des bribes où on se sert comme au supermarché, un petit bout d'interaction, vous reprendrez bien un peu de négation de la négation, remettez-moi une douche de saut qualitatif, etc., etc. Non, non, il faut que la logique matérialiste ne soit pas moins logique que la logique idéaliste, c'est le minimum, hein, quelque part. Il faut que ça soit toujours une logique. Ça, c'est, je dirais, un peu la première approche. La deuxième approche, c'est ce que tu viens de dire à travers notamment la classification des sciences. La classification des sciences, qui est une grande préoccupation d'Engels dans la dialectique de la nature, qui était déjà une préoccupation très forte d'Auguste Comte sur d'autres bases philosophiques, mais avec des traits très intéressants aussi chez Auguste Comte. C'est loin d'être bête, Auguste Comte. C'est intéressant pour les matérialistes. Bon, eh bien, cette classification des sciences nous permet de voir comment, en gros, je dirais, dans cette espèce de cassata, hein, comme on dit, comme disent les gosses quand ils mangent des glaces l'été, que forme la nature, eh bien, en gros, il y a des tranches, c'est feuilleté, en quelque sorte. Bon, on voit bien que les sciences s'enclenchent les unes aux autres. Ce n'est pas un fatras, comme je le disais au début. C'est seulement si les scientifiques ne réfléchissent pas au second degré sur leur science, autrement dit, s'ils ne font pas de philosophie, qu'on a l'impression de cette espèce de miroitement. Moi, quand je lis les revues scientifiques, je vois des découvertes de tous les côtés. Les petites sont mises au même niveau que les grands, et puis pour finir, ça donne l'idée que, bon, voilà, on est devant une espèce de scepticisme permanent. Du coup, si c'est ça, si la science ne nourrit qu'un scepticisme permanent, où on se dit que ce qu'on a appris aujourd'hui sera jetable demain, et que c'est comme une mode, ça n'aurait aucun intérêt, évidemment. En tout cas, aucun intérêt cognitif, seulement un intérêt de type technologique pour fabriquer du profit maximal à tire-larigot. Donc, en réalité, c'est pas ça. On voit que dans le développement de l'univers, il y a, par exemple, un moment où on n'a pas encore de noyau, où les particules n'existent pas sous la forme du noyau. On voit qu'à un moment ultérieur, eh bien, les atomes se forment avec des électrons qui gravitent autour des noyaux. Puis après, on voit que ces noyaux, enfin, dans des conditions données, ces atomes peuvent s'agréger entre eux, et, bon, jusqu'à toutes sortes de formations matérielles de toutes sortes, pas seulement infimes, du côté de la physique des particules, de la physique nucléaire ou atomique, mais aussi du côté de la cosmologie, de la cosmogonie, et que donc vont apparaître ensuite les macromolécules, puis un jour je simplifie énormément, les êtres vivants. Hein, et puis après, les êtres vivants, ils ont leur propre évolution qui dure quelques millions d'années, etc. Et puis nous sommes bel et bien, je ne suis pas du tout dans le grand récit bébête en disant ça, c'est une réalité que la science nous enseigne, des êtres qui sont capables de penser leur place dans l'univers, plus ou moins, et qui s'appellent les êtres humains, effectivement. Donc tout ça paraît bien, et ces tranches successives qui correspondent aussi à des seuils qualitatifs et à des sauts qualitatifs dans le devenir de l'univers, permettent d'enclencher les sciences les unes sur les autres, parce qu'elles s'enclenchent les unes sur les autres, analogiquement à la façon dont s'enclenchent temporellement et ontologiquement dans le réel les objets dont elles ont à traiter. Donc, par exemple, particules, noyaux, atomes, molécules, macromolécules, vivants, pensants, etc., etc. Et avec donc ces grandes tranches de l'histoire des sciences qu'avait déjà d'ailleurs comprise Auguste Comte, hein, puisqu'il disait d'abord les maths, après la mécanique, puis la physique, puis l'astronomie, puis la chimie, puis la biologie, puis la sociologie, qu'il assimilait à l'histoire. Ça marche, ça fonctionne. Engels a modifié quelques trucs importants et il a surtout montré comment on passait de l'un à l'autre. Hein, c'est ça, Engels. Bon, il faut qu'il y ait une logique là-dedans. Il ne faut pas que l'univers soit complètement failli au sens d'une béance extraordinaire, qu'on ne puisse pas savoir comment les êtres vivants sont sortis des êtres chimiques, comment les êtres chimiques sont sortis des êtres purement physiques, et ainsi de suite. Il faut comprendre les liaisons. Ça, c'est le propre de la dialectique. Mais sinon, globalement, on va retrouver dans la classification des sciences du soviétique Kedrov, qui était chimiste de profession, en gros les mêmes grandes sections que celles qu'on trouvait dans la philosophie d'Auguste Comte. C'est logique, puisque bon, on étudie le même univers.
Et donc, bon, si on étudie le même univers, grosso modo, on va bel et bien finir par produire une physique qui a besoin pour exister des mathématiques, une chimie qui a besoin pour exister de la physique, une biologie qui a besoin pour exister de la chimie, et bon, etc., etc. C'est logique, en quelque sorte. Et on peut donc aussi aborder les choses sous cet angle-là. Voilà. Peut-être, on pourrait peut-être conclure là-dessus, mais c'est vrai que tu parles justement, il y a une sorte de fusion qui est tout à fait étonnante, de la fusion du chimique, j'allais dire, avec la cosmogonie, enfin, en tout cas de la microchimie et Microphysique, physique. microphysique, oui, microphysique des particules. Oui. Là, d'une certaine manière, ce sont deux sciences qui Oui. fusionnent, celle de l'infiniment grand et celle de l'infiniment petit, et C'est très important ce que tu dis là. Et bon, j'ai commencé à y travailler en fait dans les années 90. Et bon, à l'époque aussi, c'était en liaison avec ce qu'avait écrit un physicien marxiste qui s'appelle Cohen-Tanouji, Gilles Cohen-Tanouji, qui je crois est le frère d'un prix Nobel, mais qui, bon, physiquement parlant et philosophiquement parlant, mériterait, si ça existait, un prix Nobel de philosophie. En tout cas, je ne suis pas compétent pour décerner des prix Nobel de physique. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que à travers cette fusion de la physique, cette fusion tendancielle, je dis, hein, le mot tendanciel n'est pas secondaire, cette fusion tendancielle de la physique de l'infime. On dit aussi la physique des particules, mais c'est trop restrictif parce que c'est une physique qui n'étudie pas que les particules. Les interactions, les champs, pour certains, sont beaucoup plus importants que les particules. Les particules ne sont peut-être même que comment dirais-je, des concrétions, si j'ose dire, du champ. Hein. Bon, cette physique des particules et la cosmologie tendent à fusionner. Pourquoi? Eh bien, parce que, alors, pour d'abord des raisons pragmatiques, lorsque l'on veut réfléchir à certaines propriétés des objets infimes, des corps infimes étudiés par la physique des particules, il faut des énergies qu'on n'est pas capable de produire sur Terre et qu'on ne sera peut-être jamais capable de produire sur Terre. Et donc, pour arriver à penser à leur sujet, il faut se reporter à des phases de l'univers où ces énergies étaient données. Et là, on va trouver notamment, plus on se rapprochera par exemple du Big Bang, ou plus on se rapprochera de certaines conditions de fusion dans les étoiles, hein, de ce qui est nécessaire pour la physique de l'infime. Et inversement, lorsque les cosmologistes vont vouloir penser, par exemple, les premières secondes de l'univers, il y a même un bouquin d'un cosmologiste célèbre qui s'appelle Weinberg, qui s'appelle Les 3 premières minutes de l'univers. Bon, et bien, lorsqu'ils veulent penser tout cela, et bien là, on a que des particules. Il n'y a pas encore de, comment dire, il n'y a pas encore donc de galaxies, de trous noirs, de systèmes solaires, de choses comme ça, effectivement. Et donc, on est obligé, pour penser la cosmologie, et notamment les moments les plus chauds, si l'on peut dire, et les plus importants, de passer par la physique de l'infime. Donc, il y a bel et bien une convergence objective et objectale, puisque les deux objets, si l'on peut dire, l'infime et le cosmique, en quelque sorte, finissent par se rejoindre. Imaginons que, par exemple, les cosmologies, comme on dit, du grand rebond, finissent par être validées. Pour l'instant, c'est encore très spéculatif, mais que ça finisse par être validé. Les physiques du grand rebond, les cosmologies du grand rebond sont des cosmologies où on passe périodiquement par des phases d'expansion de l'univers, et on appelle ça le Big Bang, et de condensation, on appelle ça le Big Crunch. Désolé pour l'anglais, on dirait plutôt le grand effondrement, en quelque sorte. Mais vient un moment où l'univers se densifie à un point tel dans ces cosmologies que c'est peut dire qu'il tient sur une tête d'épingle à ce moment-là. Et dans des conditions pareilles, l'espace se réduit d'autant, et donc, en gros, l'infime et le cosmique ne font plus qu'un. L'infime et le cosmique ne font plus qu'un. L'élément et le tout, qui, dans les conceptions métaphysiques traditionnelles, sont les deux extrêmes, les deux opposés, fusionnent. On a typiquement ici ce qu'on appelle l'interpénétration ou même la fusion des contraires. Et donc, à ce moment-là, ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est que du même coup, pour nous philosophes, nous avons ici affaire à un séisme gnoséologique, à un séisme épistémologique pour le coup, pas seulement ontologique, épistémologique et gnoséologique, puisque du même coup, à partir de là, la notion de matière, dont tout à l'heure je laissais seulement entendre qu'elle était un universal, hein, au sens du Moyen-Âge, c'est-à-dire
ce qui est commun à tous les corps, par exemple. Donc une abstraction, eh bien, n'est plus une abstraction, mais est un objet singulier, ce que j'appelle la matière univers-nature, ou la matière nature-univers, quelque chose comme ça. Tout ça est hautement spéculatif, mais possible. Que ce soit spéculatif ne veut pas dire que ce soit sans intérêt. D'autant que ce qui est spéculatif un jour, contrairement à ce que dit Popper, peut devenir empirique et expérimental quand on a des moyens techniques et théoriques ou mathématiques supérieurs. À une époque, c'était purement spéculatif que de s'interroger sur l'origine du vivant. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, en réalité, Engels, d'ailleurs, par la logique même de sa réflexion, Engels est un philosophe, un grand philosophe. Et donc, dans ces textes, il laisse entendre qu'il faut s'intéresser à ce qu'il appelle la matière première. Pas seulement la matière première au sens, donc, la matière première de l'industrie, ni la matière première d'Aristote, qui est une sorte de pâte sans propriété précise, qui a besoin de la forme divine, en quelque sorte, pour prendre forme et pour évoluer, pour se transformer, ainsi de suite. Non, une matière qui, alors là, est hautement autodynamique, en quelque sorte. Et c'est là, mes chers amis, notamment scientifiques qui m'écoutaient à travers cette interview qui a tout son intérêt. Bon, rectifiez-moi si je dis des erreurs, mais lisez notamment, par exemple, l'histoire du Big Bang, l'histoire de la théorie du Big Bang, telle que l'a résumée magnifiquement Luminé, le grand cosmologiste français, quoi. C'est Jean-Pierre Luminé, je crois. Jean-Pierre Luminé. Voilà. Et donc, Jean-Pierre Luminé fait l'histoire du Big Bang, la théorie du Big Bang, et notamment a des pages remarquables sur l'abbé Lemaître, Georges Lemaître, qui, le premier, a proposé l'hypothèse de ce qu'il appelait l'atome primitif, en voyant l'univers comme la décomposition, sur le modèle un petit peu, disons, de la radioactivité, de l'atome primitif. Bon, et bien l'atome primitif, c'est quoi? Ben, l'atome primitif, c'est un atome. Mais en même temps, c'est l'univers. Bon, et bien alors à ce moment-là, la matière première, elle existe. Ou en tout cas, elle est pensable. Elle est au moins alors, un noumen, comme dirait Kant. Elle n'est pas encore un phénomène, bien sûr. Quoique, puisque nous avons la capacité, avec nos moyens d'investigation modernes, extraordinaires, fantastiques en quelque sorte, de voir de plus en plus loin et donc de voir de plus en plus ancien. Il n'y a pas une barrière infranchissable entre penser et connaître, en tout cas. Il n'y a pas, en tout cas, en droit, une bâtisse. Alors après, techniquement, est-ce qu'on fera... Bon, j'en sais rien, personne n'en sait rien. Est-ce qu'on pourra franchir le mur de Planck entre le spéculatif et l'empirique? Je n'en sais rien, l'histoire le dira. Ne limitons pas la connaissance, en tout cas a priori. Mais en tout cas, on peut penser comme un objet empirique, au moins potentiel, l'idée de matière. Et s'il y a une matière qui soit un objet singulier, et non pas simplement une abstraction résultant du fait qu'on généralise à partir de tous les corps les propriétés qu'ils ont en commun, par exemple, à ce moment-là, il y a une frontière qui fond. C'est plus seulement la frontière entre la physique de l'infime et la cosmologie, c'est la frontière entre la philosophie et la science. Et donc, pour revenir à notre sujet, entre la logique philosophique, les catégories, et la logique scientifique, les concepts. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis que nous pouvons envisager, avec un petit sourire en coin, si l'on peut dire, d'attaquer le scientisme sur son propre terrain. Longtemps, le scientisme a dit la philosophie, c'est cacaboudin, il faut garder que la science, en gros. Et du coup, que la science, dépourvue de toutes ces grandes questions métaphysiques qui nous encombrent, le fini, l'infini, l'origine du vivant, l'origine de la pensée, etc., etc. Donc, la science uniquement s'occupant de petits problèmes bien spécialisés dans l'esprit, disons, de la société capitaliste. Donc, comme ça, les savants ne gênent personne au niveau idéologique, on leur demande juste de fabriquer ce qui est nécessaire pour que le système fonctionne. Bon, on peut les attaquer sur ce terrain-là, les scientistes, en leur disant, mais vous n'êtes pas assez scientistes, soyez-le davantage, parce que regardez combien la science porte en elle, dans ses flancs, non pas de philosophie, mais de philosophique. Combien le philosophique, et je le vois à l'œil nu, si vous voulez, tout simplement, parce que de grands scientifiques de notre époque, mais font de plus en plus de philo, ce sont les petits qui n'en font pas. Les grands scientifiques, regardons-les de près, je ne vais pas les citer tous, parce que si j'en cite certains, je vais en oublier d'autres. Mais là, tu m'avais parlé d'une conférence qui a eu lieu, il y a un retour à l'ontologie d'un certain nombre
de physiciens quantiques, en fait. Alors, dans le domaine de la physique quantique, il y a effectivement de plus en plus une interrogation sur la signification ontologique de la mécanique quantique, qu'elle soit dialectique ou qu'elle soit mécanique. Je ne veux pas fermer le débat ici. Contre l'école de Copenhague, enfin. Contre l'école de Copenhague qui envisage uniquement la physique quantique comme, bon, en gros, des équations qui marchent bien, qui permettent de prédire, mais qui ne permettent pas de comprendre ce qui se passe. En gros, ben non, ça permet de comprendre ce qui se passe, ça décrit le réel, nous disent les physiciens quantiques attirés par l'ontologie. Hein. Mais même au-delà de ça, tout simplement, je constate que dans la littérature, disons, beaucoup de cosmologistes, beaucoup de physiciens, je parlais de Cohen Tanucci tout à l'heure, Aurélien Barraud, Luminet, etc., mais écrivent des bouquins qui sont en fait des mines philosophiques et que j'invite les philosophes à lire. Parce que, effectivement, du coup, mais que des gens qui s'intéressent à l'univers aient beaucoup de choses à nous apprendre, à nous philosophes, ça devrait quand même être une évidence. Hein. Nous sommes peut-être devant une révolution qui est de même ampleur que la révolution copernicienne, si l'on réfléchit bien à ce qui peut ici se penser. J'avais même, nous y reviendrons peut-être quand nous parlerons de la philosophie des maths, mais je suis fasciné, moi, non pas parce que j'y connais grand-chose, hein, mais je suis fasciné par le fait que, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, la science leader dans le domaine de la cosmologie, c'est la topologie. La topologie qui est une discipline mathématique, effectivement, parce que, bon, pour comprendre la dynamique de l'univers, il faut en comprendre, en gros, les propriétés d'espace, si l'on peut dire. Pour le dire, topos, ça veut dire lieu en grec. Hein. Bon, oui, en grec. Et de la même façon, bon, déjà Einstein, hein, sans aller chercher devant nous, regardons derrière nous, déjà Einstein, pour comprendre effectivement la gravitation, pour donner sens à la gravitation que ne faisait que constater Newton. Hein, Newton constatait l'attraction universelle. Mais bon, d'où vient-elle? C'était même très mystérieux à son époque. Et les cartésiens de l'époque de Newton pouvaient se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette force occulte qu'est la gravitation? Nous, cartésiens, nous ne connaissons que le choc, que la loi du choc. Et quand deux corps ne se touchent pas, ils ne peuvent pas s'attirer. C'est du cinéma, quoi. Qu'est-ce que vous racontez? Bon, mais on pouvait répondre à l'époque de Newton, ben, c'est comme ça. Non fingo hypotheses, je ne forme pas d'hypothèse, comme disait l'empiriste que se voulait Newton, effectivement. Dans les conditions de l'époque, il avait d'ailleurs raison d'être empiriste, en mon sens. Einstein arrive et nous dit, mais non, il faut concevoir l'unité de la matière, de l'espace et du temps. C'est ça la relativité. Hein, d'abord la relativité restreinte, bon, là c'est le mouvement et l'espace-temps qui sont relativisés l'un à l'autre, puis la relativité générale qui va montrer le lien qui existe entre la masse des corps et, bon, ben, par exemple, le degré de courbure de l'espace dans lequel ces corps se situent, se meuvent, et ainsi de suite. Et du coup, si l'on comprend que la masse influe sur l'espace, on comprend pourquoi les corps peuvent s'attirer les uns les autres en raison directe de leur masse et en raison inversement proportionnelle au carré de leur distance, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. Voilà, donc, et du coup, Einstein ne liquide pas du tout Newton, il permet premièrement de le généraliser, de le faire monter à un niveau plus élevé encore, et deuxièmement, de comprendre le lien qui s'appelle la gravitation entre la masse et l'espace, alors que jusqu'alors on ne pouvait que le constater sans l'expliquer. Voilà, donc on a bel et bien du philosophique là-dedans. Si on ne le voit pas, c'est qu'on veut se crever les yeux, quoi. Enfin, il est apparent, c'est seulement ces espèces de voiles, et, comment dirais-je, de cornes sur les yeux que nous avons, en quelque sorte, hein, qui s'appellent le néopositivisme, qui s'appellent, bon, toutes ces choses-là, ce sont des obstacles épistémologiques, et j'invite à la fois les philosophes et les scientifiques à cesser d'être frileux par rapport à ça. Et donc, lisez Engels, lisez Hegel, c'est dur. Bien sûr que si vous êtes scientifique, vous allez lire ça, et vous allez dans un premier temps dire poids, parce que ce n'est pas du tout votre culture, ce n'est pas du tout votre façon de fonctionner. Ben, il faut peut-être un peu se secouer, parce que moi aussi, si je lis des textes de la recherche ou de science, je ne sais pas quoi, de pour la science ou des choses comme ça, des fois ça me tombe des mains. On n'a pas les mêmes cultures, on ne vient pas des mêmes secteurs de la culture, etc. Et tout a été fait pour nous opposer les uns aux autres. Eh ben, il faut apprendre la langue de l'autre. Voilà, la langue de la vérité, c'est la traduction, quelque part.
Oui, c'est vrai qu'il dit révolution copernicienne, dit aussi renaissance, hein, et c'est tous les retombées Oui. politiques qu'on peut en attendre. Hein. Regardez les grands renaissants, hein, donc les auteurs en fait de la révolution copernicienne. Bon, Galilée était un néoplatonicien. Il voulait avant tout lire dans le grand livre de la nature en se servant de la géométrie. Regardez Descartes, hein, qui est peut-être le plus grand des coperniciens. Moi, je dis quelquefois qu'il faudrait appeler cette révolution la révolution cartésienne, puisque c'est Descartes, hein, donnant les outils de la géométrie analytique qui a permis effectivement l'essor majestueux de la mécanique, en réalité. Leibniz, hein, Leibniz, c'est l'unité la plus poussée qui soit du scientifique, du mathématicien et du philosophe, et de l'ingénieur. L'ingénieur, puisqu'il était aussi par-dessus le marché le monstre ingénieur des mines. Il a même inventé des procédés pour étayer les mines, en quelque sorte. Non, mais bon, voilà, c'est pour ça que, en gros, il faut, voilà, le fondement de ma... C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Lumière commune, revenir à l'esprit des Lumières, revenir à l'esprit de, comment dirais, cette capacité que nous devons avoir de chercher le sens global des choses. Non pas en nous racontant des salades, en allant chercher des religions, en allant chercher la providence, en allant chercher des trucs de ce style. Bon, évidemment, tout ça est derrière nous. Il ne s'agit pas d'y revenir en quoi que ce soit. Il s'agit tout simplement, par contre, de passer un cap, de sortir de la négation, d'entrer dans la négation de la négation. La négation, ça a été la culture scientifique au sens d'enfermement dans une étroite spécialité avec le refus absolu de penser philosophiquement, de penser globalement, de penser de façon holistique, en quelque sorte. Et bien aujourd'hui, c'est la science qui nous permet de faire ça. C'est pas moi, en tant qu'individu, bien entendu, ni même Marx, ni même Engels, qui était évidemment incommensurablement plus puissant que je ne peux l'être, mais c'est tout simplement le produit même de la science qui nous appelle à penser d'une façon plus holistique, plus globale. Donc, ça se voit dans les grands livres des grands scientifiques de notre époque. Bon, voilà, hein, vous voyez les grands cosmologistes à l'heure actuelle qui, effectivement, s'intéressent de près à la biologie. Il le faut, puisqu'il faut qu'on pense l'univers de telle façon que la synthèse du carbone soit possible, parce que si ce n'est pas le cas, dans un univers sans carbone, il n'y a pas d'être vivant. Il faut donc bien que dans les conditions initiales qui permettent effectivement le Big Bang et son développement, il y ait la possibilité du vivant. Donc, il faut bel et bien que ces sciences ne restent pas étanches les unes par rapport aux autres. C'est une très, très belle conclusion de terminer sur l'approche globale de Lumière commune. Et puis, on va s'arrêter là. Merci à toi, Georges. Et puis, justement, on attend prochain un grand rebond qui va avoir lieu, justement, dans peut-être pas plus. Ça ne sera pas un big crunch. Voilà, non, au contraire. Mais pas plus tard que cette semaine, on va accélérer le rythme puisque j'avais dû ralentir pour des raisons indépendantes de ma volonté. Voilà, merci à toi, Georges. Merci à toi. Merci à vous.